Je vais là. Bonjour, donc on va passer à la deuxième plénière. Donc je suis Marie-Claire Chaneclin et donc notre invitée c'est Sandrine Lévesque-Faure qui est directrice de recherche au CNRS à l'ISMO, l'Institut des sciences moléculaires de l'Université Paris-Saclay. Donc c'est une collègue qui a toujours travaillé en microscopie optique. Dès son doctorat, elle développe une nouvelle approche d'imagerie acousto-optique pour imager à travers des milieux diffusants. Et donc cette thèse est faite sous la direction de Claude Pocara à l'ESPCI à Paris. Elle est ensuite partie en postdoc à Londres, à l'Imperial College, dans le groupe de Paul French, où elle travaille sur l'imagerie de fluorescence par durée de vie de fluorescence et sur la microscopie à illumination structurée. Elle est ensuite recrutée au CNRS en 2001 et se consacre depuis essentiellement à l'imagerie de super résolution. Donc son but, c'est d'améliorer la précision de localisation spatiale, tant en latéral mais aussi en axial, et ceci en profondeur dans des milieux complexes, pas seulement en 2D sur des billes. Donc ça veut dire que ça demande des approches très poussées de physiciennes, mais aussi un dialogue constant avec les biologistes pour arriver à le faire sur des, entre guillemets, vrais milieux de biologie, c'est-à-dire, en gros, pour avoir une utilité et apporter des informations en biologie, notamment pour fournir des informations en fait, structurelles et fonctionnelles à l'échelle nanométrique sur les cellules. Alors, dans ce cas-là, de ce fait-là, sa liste de publications comprend à la fois des articles vraiment de physique dans Nature Photonics et des articles dans des revues de biologie. Alors, plus généralement, ce qui est vraiment marquant avec Sandrine, c'est sa volonté de transmettre son expertise à la communauté, je dirais, des biologistes et des microscopistes, et notamment son engagement dans le GDR ImaBio et dans l'école thématique MIFOBio, où elle se déplace toujours avec son dernier microscope pour en faire des démos en temps réel pendant cette école thématique. Donc, suite à tous ces développements originaux, elle a cofondé une start-up, Abelite, pour commercialiser donc, les microscopes qu'elle a développés. Et ça lui a valu d'être lauréate du prix Irène Joliot-Curie en 2020 dans la catégorie Femmes, Recherche et Entreprises. Elle est aussi chevalier de l'Ordre national du mérite. Et récemment, elle a obtenu une ERC pour continuer ses travaux. Je vais m'arrêter là et lui donner la parole. Merci beaucoup Marie-Claire pour l'introduction. Et je tenais aussi à remercier le comité d'organisation. Je suis vraiment très, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ce congrès à Rouen. Oui. Là, c'est plus près? C'est mieux? Parfait. Tout le monde m'entend. Et donc, je vais vous faire partager, donc, comme disait Marie-Claire, toute la beauté et la difficulté de travailler à l'interface entre la physique, la chimie et effectivement la biologie, puisque tous les développements qu'on fait sont effectivement en collaboration dans le cadre de problématiques d'intérêt sociétal où on cherche vraiment à apporter une plus-value sur ce qui se fait actuellement dans les laboratoires de biologie. Donc, en imagerie, en microscopie de fluorescence, on va effectivement pouvoir bénéficier de différentes stratégies pour pouvoir révéler de façon spécifique, c'est ça le très grand intérêt d'introduire un marqueur fluorescent pour pouvoir venir suivre de façon spécifique différentes protéines comme ici la tubuline en vert ou la clatrine en rouge. Et on va pouvoir de façon spécifique comprendre comment elles sont organisées de façon tridimensionnelle et voir comment elles interagissent pour différentes fonctions au sein de la cellule. Donc on bénéficie déjà d'un premier prix Nobel de chimie avec les travaux de Roger Tsien qui a initié la possibilité de venir introduire des protéines fluorescentes dans les cellules et qui sont maintenant modifiées avec différentes formes, différentes couleurs. Et également, on a différents outils qui nous permettent d'introduire, soit en laissant les cellules vivantes, soit en les fixant, différentes façons de venir introduire des marqueurs fluorescents avec des fonctionnalités différentes, des spectres complémentaires ou aussi, plus récemment, on peut aussi utiliser toute la partie fonctionnalité de la fluorescence qui nous permet de révéler des propriétés, par exemple, comme des tensions mécaniques très
très très faibles, comme ici par exemple on a cette molécule qui, en changeant de durée de vie de fluorescence, va révéler des tensions de l'ordre de dizaines de piconewtons. Donc en fait on a vraiment à disposition tout un panel de marqueurs qui nous permettent de venir vraiment sonder ce qui se passe dans les cellules vivantes. On va voir qu'en super résolution, malheureusement, on va souvent être obligé de les fixer. Le seul problème, c'est qu'évidemment, comme tout microscope optique, on va être limité par la diffraction, ce qui fait que même en utilisant des objectifs à très grande ouverture numérique comme là, ce 1,49, on va avoir donc une fonction réponse, donc je vais appeler tout le temps un PSF, qui va être dans le plan XY, la transversale, autour de 220 nanomètres, et le long de l'axe optique, typiquement 3 fois plus, donc autour de 600 nanomètres. Ça veut dire que toute entité cellulaire qui va se trouver dans ce volume, on ne sera pas en capacité de le discerner. Donc si on regarde maintenant ce réseau de cytosquelettes, de cellules, les tubulines, on voit qu'effectivement c'est un petit peu flou parce que les différents plans des cellules contribuent et on ne peut pas parfaitement les distinguer. C'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt à essayer de passer au-delà de la limite de diffraction pour obtenir ce type d'image où on voit qu'on va avoir une résolution qui va gagner, on va gagner d'un facteur entre 10 à 30. Et donc là, ces travaux ont été particulièrement portés par ces 3 personnes là, qui ont été récompensées par le prix Nobel de chimie à nouveau en 2014, et notamment pour la localisation que je vais principalement présenter aujourd'hui, portée par le professeur Morner et donc Eric Bessier. Donc toute l'idée qu'il y a derrière ces astuces de microscopie de localisation de molécules uniques, c'est de se dire que finalement, si initialement on est sûr qu'on a un seul émetteur fluorescent sous le microscope, même si l'objectif et l'ensemble de la chaîne de détection va faire qu'on va observer sur la caméra cette tâche limitée par la diffraction, on va quand même pouvoir faire un ajustement de ce signal mesuré. Et donc on va typiquement, même si c'est une fonction d'Airy, le modèle gaussien marche bien, mais maintenant on a des outils pour venir connaître exactement la réponse instrumentale de notre microscope et faire un ajustement par la vraie PSF de notre instrument. Et on va pouvoir trouver de façon très précise le centre de l'émetteur avec une certaine exactitude et une certaine précision qui va dépendre de la précision, elle va dépendre de la taille de votre PSF initiale et aussi en particulier de la racine du nombre de photons détectés. Donc on l'écrit souvent sur la forme plus courte ici et on voit tout de suite ici qu'effectivement vous voyez bien qu'au plus vous détectez des photons, au plus ça va être facile en fait de trouver en quelque sorte presque le barycentre de cet émetteur. Donc en fait, toutes ces techniques étaient connues depuis même les années 80. Quand on avait un seul objet à suivre, c'était assez facile de pouvoir faire par exemple du tracking et d'observer comment cet objet se déplaçait avec une précision de l'ordre du nanomètre. Le seul problème, c'est si vous voulez l'appliquer à ce type d'échantillon, là où si tous les émetteurs sont en train d'émettre en même temps, vous avez cette image limitée par la diffraction et vous n'arrivez pas à dépasser cette résolution qui est de l'ordre de 220 nanomètres. Donc il a fallu attendre l'arrivée de ces différentes stratégies. Alors, vous allez voir, on est très très fort dans les acronymes, dans tout ce qui est microscopie. Donc trouver un moyen de contraindre les molécules à ne pas tout émettre en même temps. Donc si vous trouvez cette astuce, vous allez pouvoir comme ça faire le processus de localisation parce que vous allez être sûr qu'une seule molécule dans votre réponse instrumentale sera présente. Donc en fait, vous allez pouvoir bénéficier, en fait, il y a trois grandes familles de techniques. Soit vous avez des protéines fluorescentes, ce que vous pouvez photoconvertir, c'était initialement pas émettrice, elles vont pouvoir émettre. Soit vous utilisez des dye organiques sur lesquels vous venez contrôler l'environnement et faire aussi ce jeu de ne pas tous émettre en même temps. Soit vous venez rajouter en fait un petit marquage un peu spécifique où initialement vous venez juste ajouter un anticorps avec un brin d'ADN complémentaire qui va attendre que vous rajoutiez dans la solution le brin d'ADN complémentaire mais qui porte lui la molécule fluorescente. Et donc, en appliquant l'une de ces trois stratégies, vous allez pouvoir effectivement introduire un décalage avec les temps d'émission de vos fluorophores et réaliser la localisation. Alors, en fonction de votre application, vous allez en choisir une des trois. Ces deux-là, en fait, là, le Storm et le Paint, ont particulièrement l'avantage d'être basés sur des dye organiques qui ont des rendements de fluorescence bien plus grands, donc un nombre de photons bien plus grand, et donc vous pourrez bénéficier d'une précision qui va être bien au-delà, presque un facteur 3 à 5, que ce que vous pouvez faire avec des protéines fluorescentes. Alors, dès l'instant où vous avez choisi votre technique, ici on va faire du Storm, vous voyez que vous allez maintenant avoir seulement une sous-population qui va être en train d'émettre dans chaque image. Et donc vous avez cette espèce de clignotement, de scintillement, puisqu'à chaque fois vous avez des molécules différentes qui apparaissent. Et donc pour chaque image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc trouver la position des molécules,
faire l'ajustement, trouver sa position avec une résolution, une précision nanométrique. Et donc, on va reconstruire au fur et à mesure une image super résolue. Et donc, ça vous donne ça quand vous avez fait une acquisition. Alors, comme on voit qu'à chaque fois, une sous-partie des émetteurs, il faut typiquement accumuler 20 à 40 000 images. C'est pour ça que souvent, on va être contraint de fixer l'échantillon parce que ce temps d'acquisition peut durer plusieurs minutes. Et donc, en première approche, quand vous faites cette stratégie de localiser ces événements individuels, vous allez obtenir une image 2D, donc dans le plan transverse à l'axe optique. Et puis, on va voir que si vous voulez aussi avoir l'information suivant l'axe optique, l'image 3D, il va falloir appliquer de manière complémentaire parce que cette approche-là, l'approche de fit gaussien, a priori, ne vous la donne pas. Alors, ce qui est extrêmement intéressant en microscopie de localisation, et ce qui a fait que les gens se sont très vite emparés de l'approche, c'est qu'initialement, le microscope est relativement simple. C'est un microscope champ large, donc vous avez différentes sources laser, on peut même en avoir qu'un, que vous allez donc élargir, faire focaliser dans le plan focal arrière de votre objectif pour éclairer en champ large, et donc ensuite vous collectez sur une caméra, initialement c'était beaucoup des EMCCD, maintenant on travaille beaucoup avec des SCMOS. Et donc, parmi les paramètres importants, donc il faut avoir un objectif à grande ouverture numérique qui vous permet d'avoir la PSF la plus petite possible, de collecter efficacement les photons de fluorescence, et aussi de pouvoir venir jouer ici. Donc, comme vous allez avoir une grande ouverture numérique, vous pouvez éventuellement un petit peu décaler le faisceau dans le plan focal arrière et induire du sectionnement aussi, et pas forcément exciter tous les fluorophores au-dessus de votre plan d'intérêt, ce qui vous permet de réduire en fait le fond, ce qui est important pour faire ce processus de localisation. Vous ne voulez pas être gêné par des molécules qui sont hors plan, qui pourraient créer en fait du signal qui va vous détériorer votre localisation. Alors, cette apparente simplicité en fait, va se compliquer ensuite du côté plutôt du processing. C'est là la différence sur ces techniques-là, c'est qu'après, il y a une grosse partie où il va falloir traiter, analyser, trouver la localisation pour chacun des points, les associer, corriger la dérive, puisque si on fait plusieurs minutes d'acquisition, on peut facilement avoir des dérives de plusieurs centaines de nanomètres. Et puis, il a fallu aussi repenser comment préparer les échantillons, puisque initialement, si on est habitué à observer avec une résolution de 220 nanomètres, là, il faut repenser les choses pour, par exemple, avoir une densité de fluorophore qui est suffisante, puisque maintenant, on va plutôt observer à l'échelle de quelques nanomètres. Donc, il y a plein de choses comme ça qui ont dû se repenser, et aussi en particulier la taille du linker sur lequel qui permet d'attacher le petit dye organique sur votre protéine. C'est lui que vous localisez, ce n'est pas votre protéine, donc vous avez intérêt à le raccourcir, parce que sinon, en fait, vous vous éloignez un petit peu de votre protéine d'intérêt, et vous élargissez comme ça votre structure. Alors, une fois que vous arrivez à maîtriser un petit peu tout ça, vous pouvez obtenir ce type d'image sur du cytosquelette. Donc là, c'est du réseau de tubulines, marqué avec le fluorophore qui marche le mieux en Storm, c'est l'Alexa 647. Donc là, vous voyez l'image donc limitée par la diffraction. Vous voyez qu'il y a plein de zones du cytosquelette qu'on n'arrive pas à résoudre. Et puis, dès qu'on a appliqué ce processus de venir contraindre les molécules à ne pas tout émettre en même temps, on voit effectivement le gain en résolution. Alors, cette image-là, elle est uniquement 2D, donc on voit uniquement dans le plan transverse. Et donc, si on veut rajouter une information suivant l'axe optique, alors si on regarde comment se comporte notre petite tache d'Erie, là, et si on fait une excursion suivant l'axe optique, on voit que malheureusement, en fait, quand on fait ce déplacement, elle est relativement symétrique. Donc, on ne va pas pouvoir trouver une information sur la forme de la PSF pour savoir si on est au-dessus ou au-dessous du plan de focalisation. Donc, il va falloir trouver une méthode pour, en gros, briser cette symétrie et extraire une information sur le long de l'axe optique. Alors, ce qui a été fait le plus dans la communauté pour traduire cette image 2D en une image 3D, ça a été initialement justement d'introduire une aberration, mais une aberration contrôlée. Donc, de venir introduire une lentille cylindrique et qui va induire un astigmatisme. Et au lieu d'avoir une PSF qui est toujours ronde, vous allez avoir une PSF qui va s'élargir et s'étendre dans cette direction quand vous êtes en dessous du plan de focalisation et dans l'autre direction quand vous êtes au-dessus. Donc une fois que vous avez bien calibré cette aberration et vous avez une correspondance entre à quelle extension correspond quel Z, donc ça, cette étape, elle est assez cruciale. Vous allez pouvoir traduire maintenant cette image en une image 3D qui va être collée en fausse couleur. Et donc, cette fois, on obtient le Z représenté ici. Alors, dans les
donc cette technique, elle est assez facile à mettre en place. Vous avez juste à mettre une lentille cylindrique devant votre caméra. Vous l'achetez chez Thorlabs, ça vaut 300 €, c'est assez facile à faire. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est en plus de l'étape de calibration qui est extrêmement importante, ce qu'on verra à la fin, c'est si vous avez des aberrations dans votre échantillon qui se rajoutent, ça va complexifier le problème. Et si vous regardez la précision que vous pouvez obtenir en fonction de votre zone de capture, qui est typiquement autour de 700 nanomètres avec les objectifs qu'on a, vous voyez que la précision, elle varie, donc elle est optimum au centre de votre capture, et puis elle se dégrade jusqu'à un facteur 2 à 3 fois quand vous êtes au bord de votre zone de capture, parce qu'effectivement, vous sentez bien que l'ajustement que vous allez pouvoir faire sur ces tâches allongées, vous allez être de moins en moins précis pour bien estimer le nombre de photons et la forme, et donc la position. Donc vous avez en fait une technique qui est facile à mettre en place, mais qui va se dégrader en termes de précision au bord de votre zone de capture. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de techniques, et donc dans lesquelles on s'inscrit, on essaye de un peu contrecarrer cette localisation qui n'est pas uniforme dans la zone de capture. Et là, ensuite, ça va dépendre un petit peu de votre application à nouveau. Vous pouvez toujours choisir de rester dans cette déformation de la PSF avec des formes plus exotiques, où vous pouvez la séparer en deux ou à d'autres formes. Vous pouvez aussi travailler sur des approches interférométriques. Et nous, moi, ce que je vais vous montrer ici, je vais vous montrer principalement ces deux techniques, l'imagerie supercritique et la technique Moloch, où l'idée, c'est de venir plutôt essayer d'utiliser les propriétés intrinsèques, donc de ne pas déformer la PSF, puisqu'on a vu que ça pouvait être un problème en termes de calcul du nombre de photons. Et au passage, je vais aussi vous montrer que c'est bien de faire de l'imagerie 3D, mais on a aussi besoin de pouvoir colocaliser plusieurs protéines. Donc on va voir si aussi on peut mettre en place, en tirant parti de propriétés intrinsèques aussi, une façon d'identifier différentes protéines pour les colocaliser de façon fiable en 3D. Alors la première technique qu'on a développée au laboratoire dans les techniques de localisation, c'était d'utiliser l'émission supercritique. Alors ce qui fait classiquement, quand on a un microscope de fluorescence, on vient plutôt, si le fluorophore, l'émetteur est très loin de l'interface, donc vous avez votre lamelle de verre sur lequel est posé votre échantillon, vous avez marqué la protéine de votre choix. Et si l'émetteur est à plus d'une longueur d'onde, on va dire, de l'interface, vous allez uniquement collecter le champ lointain. Et quand vous regardez dans la pupille de l'objectif, vous allez avoir toute l'émission de fluorescence qui va être à l'intérieur de l'angle critique, là ici, donc on appelle de l'émission sous-critique. En fait, on oublie que, surtout quand on est plutôt sur des applications biologiques, c'est qu'en fait, tout émetteur a aussi un champ proche, évanescent. Et là, en fait, on est dans une configuration où quand l'émetteur est proche de l'interface, comme vous avez une différence d'indice entre votre lamelle de verre et votre milieu biologique, vous allez aussi avoir en fait la possibilité d'avoir une conversion de votre champ proche évanescent en un champ propagatif et qui apparaît au-delà de l'angle critique. Donc ça a été aussi appelé dans la littérature Forbidden Light, parce que ça n'avait pas du tout été anticipé, ce genre de phénomène. Et donc maintenant, si vous regardez dans la pupille de votre objectif, vous voyez apparaître cette émission supplémentaire. Alors, il faut voir que quand l'émetteur est directement à l'interface de votre échantillon, là, c'est la moitié des photons émis par la molécule qui sont dans ce régime supercritique. Donc il y a intérêt à essayer de faire quelque chose, puisqu'ils sont intrinsèquement là. Et en plus, si la molécule est située de plus en plus loin par rapport à l'interface, en fait, cette conversion d'une émission évanescente vers une émission radiative est de plus en plus difficile, et donc vous allez avoir une décroissance du signal supercritique. Donc en fait, vous avez, en tirant parti de cette information supercritique, directement un moyen de sonder l'élévation de la molécule par rapport à l'interface. Donc vous avez vraiment un positionnement absolu, c'est la seule technique qui vous permet de faire ça. Ça veut dire que si vous avez des dérives ensuite qui se passent dans votre système d'imagerie ou de collection, c'est pas très grave parce que vous avez directement mesuré l'élévation par rapport à l'interface, et donc ça vous permet d'avoir une mesure extrêmement robuste. Alors comment tirer parti de cette émission supercritique? Donc là vous avez une vraie image du plan focal arrière de l'objectif, où vous voyez que cette émission elle est très importante, et donc il faut trouver un moyen de tirer parti de cette information. Alors au laboratoire, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a mis en place différentes stratégies en fonction des modalités de microscopie. Si vous voulez faire de l'imagerie
classiques, de l'imagerie confocale, de l'imagerie STED. Donc aujourd'hui, je vais principalement me concentrer sur la microscopie de localisation. Mais donc l'avantage de toutes ces approches autour de l'imagerie supercritique, c'est que vous avez juste à modifier la détection de votre microscope. Donc tout le reste exactement identique. Et donc il va juste falloir trouver un moyen d'accéder à un plan conjugué de ce plan pupille pour venir faire un filtrage, soit d'amplitude, soit de phase. Alors la première idée qu'on pourrait avoir comme ça, c'est de se dire, c'est simple, on enlève la partie sous-critique qui n'a pas vraiment d'information en Z, et on réimage. Alors si on fait ça, on a une PSF qui est à peu près 2 fois plus grande. Donc on a vu tout à l'heure, la précision dépend de la taille de la PSF sur la racine de nombre de photons. Donc on n'a pas intérêt à faire ça, donc on va plutôt faire une méthode indirecte. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à construire, durant la thèse de Nicolas Bourg, plutôt des dispositifs de détection, ici, où au lieu d'avoir la caméra directement ici, on va venir conjuguer le plan pupille, qui est normalement situé ici à l'intérieur de l'objectif. Et donc, on va plutôt faire une mesure ratiométrique pour extraire l'information supercritique. Donc, en fait, on sépare l'image en 2 voies. Vous avez une première image où vous ne changez rien et vous détectez sur la caméra, ici. Et vous avez une deuxième copie de l'image, ici, où, au contraire, vous allez bloquer l'émission supercritique. Donc, vous détectez ensuite. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque événement de molécule individuelle, vous le voyez du coup 2 fois, vous les associez. Et vous allez juste sommer le nombre de photons dans les 2 voies. Et donc, ça vous donne directement accès à la quantité de photons émis dans le régime supercritique et dans le régime sous-critique. Et donc, en utilisant ce comparatif du nombre de photons, vous obtenez directement l'élévation. Donc ça, c'est une mesure qui est extrêmement rapide à faire, ça demande très peu de temps de calcul. Et on a évidemment vérifié qu'on pouvait utiliser directement ce comparatif du nombre de photons en créant un échantillon pour lequel nous on connaissait les positions. Et vous voyez la théorie en noir ici, donc tous les points de mesure en rouge. Et vous voyez qu'on peut vraiment utiliser directement la conversion de ce ratio de nombre de photons en une position en Z. Alors, ce qui est extrêmement intéressant avec ce dispositif, c'est qu'il n'y a pas de calibration. Contrairement à l'astigmatisme, vous avez juste besoin de savoir, lorsque vous l'installez, à quel point votre cube est bon ou pas. Est-ce que c'est un vrai 50-50, parce que vous faites un comparatif au nombre de photons. Mais ensuite, au jour le jour, vous n'avez plus de calibration à faire. Et donc, vous allez obtenir une information vraiment absolue sur la position de la molécule par rapport à l'interface. Et donc, on va s'en servir pour obtenir des images 3D de façon extrêmement rapide. Donc, vous allez toujours avoir sur du cytosquelette, ici, l'image limitée par la diffraction, l'image 2D, et là, quand vous rajoutez cette information, on va coder en fausse couleur la 3D. Et donc, vous pouvez aussi zoomer et regarder quel microtubule est dessus ou dessous. Et donc, là, on peut vraiment positionner les différents filaments du cytosquelette avec une précision qui est de l'ordre de 15 nanomètres. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette technique, c'est que contrairement à l'astigmatisme, on a vu tout à l'heure où ça variait très rapidement, on voit qu'on a une précision de localisation qui varie assez faiblement dans les 300 premiers nanomètres. Et puis après, comme c'est une information évanescente, au-delà de 300 nanomètres, ça va devenir extrêmement difficile d'extraire une information. Donc un exemple d'application. Donc, comme on est dans un régime où il faut être près de l'interface, dans les 300-500 premiers nanomètres, c'est extrêmement idéal pour regarder tout ce qui est les problématiques d'adhésion. Donc là, par exemple, on retrouve un petit peu les podosomes qu'on avait au début. Donc, c'est les podosomes de vos macrophages, de votre système immunitaire. Donc, quand ces macrophages font effectivement partie de votre défense en tant que système immunitaire, donc ça, c'est intéressant. Vous voulez essayer de comprendre comment ils sont organisés, comment ils se déplacent, et essayer de renforcer leur déplacement. Par contre, ils peuvent aussi, dans certains cas, être associés à la dispersion des métastases. Et donc là, au contraire, il faut éviter qu'ils se déplacent. Et donc, il faut vraiment comprendre comment ces podosomes, ici, vous avez un cœur ici d'actine qui pousse sur le substrat, ici, et au centre, et qui est aidé par une mise en tension sur les bords. Donc en fait, il faut comprendre comment toutes ces protéines agissent pour aider au déplacement du podosome. Et donc, on a fait ça en collaboration avec l'équipe de Renaud Poinclou à Toulouse. Vous voyez, ça, c'est l'image limitée par la diffraction du cœur d'actine. Là, c'est au contraire l'image Donald en 3D. Donc, vous voyez que vous avez effectivement un gain en résolution. Et là, c'est pour une des protéines, la vinculine, où on voit bien qu'elle forme un anneau. Donc, c'est celle qui est ici. Donc, elle forme un anneau autour du cœur d'actine. Donc, il faut vraiment venir sonder toutes les protéines pour comprendre comment elles s'organisent pour mettre en tension le podosome. Et donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on va étudier en fait, un grand nombre de podosomes pour trouver une forme
et une organisation globale. Et donc là, ce que je vous ai représenté, c'est donc la coupe radiale, parce que vous voyez comme c'est organisé, en fait, à chaque fois, c'est une structure qui est circulaire. On a fait le choix de l'observer et de traiter les datas suivant le rayon ici. Et donc, pour un des podosomes, ici, je vous représente typiquement le type d'analyse qu'on fait. Donc, vous pouvez voir que déjà, en fait, chaque point ici, là, c'est pour l'actine. Donc, vous voyez, c'est le cœur qui va vers le centre. Vous avez le rayon ici. En fait, on travaille directement sur le nuage de points. En fait, on passe par une image pour la représentation, mais en fait, ce qu'on a quand on fait des processus de localisation, c'est une liste de points. Donc, vous pouvez associer toutes vos listes de points, et l'image est juste là pour la représentation, parce qu'on est habitué à avoir ce type de représentation. On peut directement associer nos listes de points, et donc on peut faire ces associations sur un grand nombre de podosomes. Donc là, on a pour l'actine, ici on a pour la vinculine, on voit que ça remonte aussi vers le centre. Et puis vous avez une protéine ici qui sont plus proches de l'interface et qui, on voit, remontent beaucoup moins. Et donc, quand vous faites cette association sur un grand nombre de podosomes et un grand nombre de cellules, puisque vous avez une méthode absolue pour obtenir cette information 3D, vous pouvez vraiment pouler toutes ces informations sans risque d'erreur et vous obtenez une organisation, une densité de probabilité de position pour les différentes protéines. D'accord ? C'est ça ce que représente cette carte. C'est a priori où sont les différentes protéines et quelles sont les hauteurs en fonction du rayon. Et donc, quand vous regardez finement les hauteurs, vous voyez qu'il y a une des protéines, ici, on a marqué ces deux extrémités. Et on voit qu'en fait, il y a une différence de près de 30 nanomètres entre l'extrémité de la protéine. Ça veut dire qu'elle est vraiment en tension, puisqu'elle n'est pas à la même hauteur en fonction de sa position sur le rayon. Donc en fait, c'est exactement cette protéine-là, ici, en jaune, et vous voyez qu'elle est, ça nous a permis de redéfinir comment elle est organisée. Elle est vraiment partie intégrante de la mise en tension, et vous voyez qu'en fait, sa différence de hauteur va diminuer, ici, en fonction de l'éloignement avec le cœur de l'actine. Alors en fait, cette mise en tension, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle ne se fait pas toute seule. Donc si vous regardez effectivement sur la courbe ici, quelle est la différence de hauteur en fonction de la position au cœur, vous voyez qu'effectivement, elle est plutôt relativement stable. Et si vous venez en fait venir empêcher l'expression d'autres protéines, comme la paxiline, ici, vous voyez que si vous enlevez cette protéine-là, qui est celle qui est en bleu ici, la toute petite ici, vous voyez que la différence de hauteur chute, mais il reste une petite différence. Et que par contre, si vous déplétez la vinculine, vous voyez qu'en fait, en déplétant l'invinculine, qui est le petit intermédiaire vert ici, et vous venez complètement faire disparaître la différence de hauteur. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est de voir l'interplay en fait, de ces trois différentes protéines qui permettent la mise en tension et donc qui vont contribuer au déplacement de votre structure d'adhésion, qu'il faudra soit inciter à se déplacer, soit au contraire, comme on l'a vu, plutôt bloquer pour éviter la migration cancéreuse. Alors, on a d'autres stratégies aussi pour regarder. On n'est pas obligé de tout faire de façon séquentielle pour les différentes protéines. Ce qu'on cherche à faire maintenant, pour un peu être plus rapide en termes d'acquisition, c'est de regarder de façon simultanée plusieurs protéines. On cherche à faire ça de façon simultanée, parce qu'en fait, initialement, ça partait un peu de ce qui était fait en imagerie limitée par la diffraction. On restait sur le schéma classique où on va avoir plusieurs fluorophores avec plusieurs spectres différents. Donc marqué par exemple un avec une émission dans le bleu, l'autre dans le vert, l'autre dans le rouge. Et donc effectivement, malgré le coût des objectifs qu'on a qui sont censés être achromatiques, on voit qu'on peut avoir des décalages. Si on marque la même protéine avec deux marqueurs différents, vous pouvez avoir une différence de plus de 70 nanomètres. Donc l'intérêt d'essayer d'utiliser des fluorophores qui sont plus proches spectralement apparaît tout de suite, même si ça peut se corriger, c'est quand même plus simple d'avoir tout de suite des fluorophores qui vont avoir des spectres plus courts, et aussi de pouvoir faire une acquisition qui est simultanée et pas séquentielle pour éventuellement avoir beaucoup moins de dérives. Donc ce qui se fait actuellement dans la communauté, c'est plutôt d'avoir un seul laser d'excitation, mais d'avoir des fluorophores qui vont avoir des spectres qui vont être vraiment très très près. Effectivement, ça c'est une propriété qui est vraiment liée au fait qu'on regarde des molécules uniques. C'est que maintenant, on va vraiment pouvoir faire une mesure avec des spectres d'émission qui sont très très proches. Vous voyez, par exemple, là, vous avez deux spectres qui correspondent à l'Alexa 647 en jaune et au CF 680, qui vont avoir des maximums d'émissions qui sont à moins de 30 nanomètres. Alors, ce sera impossible à regarder en imagerie limitée par la diffraction. On n'aurait jamais de filtre qui permettrait de laisser assez passer de photons. Et là, comme on sait que c'est dessous une seule molécule individuelle, on peut vraiment faire une mesure ratiométrique
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement introduire un cube qui va séparer spectralement en 2 bandes sur les 2 caméras et qu'on va optimiser la coupure, la fréquence de coupure de ce dichroïque pour avoir une mesure assymétrique avec une répartition des 2 fluorophores qui va permettre de les identifier sans erreur. Vous avez par exemple ici, on va choisir d'avoir une coupure à 700 nanomètres, ce qui vous permet d'avoir 75% de cette molécule qui va être dans la caméra 1 et 25% dans la caméra 2. Et au contraire, pour le deuxième fluorophore, c'est du 50-50. Donc vous pouvez comme ça créer une mesure assymétrique où vous allez pouvoir avoir identifier les molécules fluorescentes sans faire d'erreur. Alors je vous montre un exemple, puis après je vais passer une partie sur des cellules qui utilisent en fait, et c'est une collaboration avec l'IGR, donc en fait les cellules, les fibroblastes de cellules cancéreuses peuvent croître, donc la cellule rose là, qui se cache ici, quand elle s'est déplacée, vous voyez qu'elle laisse des petites traces ici, qui sont en fait utilisées un peu comme des autoroutes pour la migration pour les cellules cancéreuses. Donc il faut un peu comprendre comment ces traces qui sont laissées par les premières cellules peuvent être utilisées pour les autres pour diriger leur migration. Et donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va effectivement faire une mesure des 2 structures. Donc on voit la trace ici, on voit les points d'adhésion. Et donc on peut retracer comme ça et avoir représenté en 3D les 2 protéines et le colocaliser et bien comprendre comment elles sont organisées à l'échelle nanométrique. Alors je vais passer cette partie-là parce que j'étais vraiment trop longue. Et pour rapidement vous montrer comment on peut essayer d'imager en profondeur. Là, ce que je vous ai montré pour l'instant, on était typiquement dans les 300-500 premiers nanomètres. Si on va aller au-delà du premier micron, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir les aberrations d'échantillons qui vont s'ajouter à l'éventuelle mise en forme si vous utilisez de l'astigmatisme. Et donc, vous allez avoir des précisions qui vont s'effondrer dès l'instant que vous allez en profondeur. Alors, il y a des approches qui ont été mises en place. Vous pouvez éventuellement utiliser de l'optique adaptative. Donc, si vous voulez savoir, tout savoir sur l'optique adaptative, vous avez un tutoriel demain par ma collègue Alexandra Fragola. Vous pouvez utiliser des techniques aussi, comme ce qu'a fait aussi Pierre Monde, de self-interference. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'était on allait plutôt utiliser un paramètre temporel pour localiser les molécules. Puisqu'en fait, le problème vient principalement du fait qu'on fait une analyse spatiale. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient remplacer le champ d'excitation. Donc, on n'a plus un champ uniforme. On vient créer des interférences qui vont en fait induire une émission de fluorescence qui va être modulée au cours du temps. Donc on va, en fait, si on arrête la modulation, on voit ici que cette molécule-là, ici, qui est sous l'interférence brillante, on va avoir un maximum d'émission puis une diminution. Au contraire, celle-ci, ici, est quasiment minimale et réaugmente. Donc on va vraiment pouvoir utiliser la phase du signal modulé pour positionner les molécules. Donc on a juste à faire un échantillonnage sur 3 ou 4 positions pour retrouver et extraire la phase et positionner grâce à ça. Alors, ce qu'on s'attend à obtenir, ça c'est le signal, enfin, les modélisations théoriques, comme on vient exciter avec un signal, une émission structurée, donc ce qui va être important, c'est d'avoir le pattern d'interférence le plus petit possible pour gagner le plus possible en précision, jusqu'à un facteur 2.4, donc il va falloir appliquer des interférences les plus petites possibles, et puis aussi avoir un contraste le plus haut possible pour bénéficier au mieux de cette structure. Donc, ce qui fait que maintenant, on vient effectivement changer la façon dont on excite. On n'a plus un seul chemin d'excitation, mais on vient séparer le laser en 2 voies. Et nous, on applique ces franges de façon tiltée, ici, pour en fait appliquer suivant la direction XZ et obtenir donc la formation en profondeur. Et donc, on a l'électro-optique qui va déplacer ensuite les franges sur les 3 ou 4 positions. Donc typiquement, c'est une des manips qu'on emmène, comme disait Marie-Claire, à Mifobio, dans le Kangoo du labo. Donc, cette fois-là, on était tombé en panne dans le tunnel de Fourvière, donc c'était pas le meilleur souvenir, mais on a mis plus de temps que possible pour arriver, mais bon, voilà, ça a marché quand même. Donc vous avez le séparateur ici, l'électro-optique, le knife edge mirror, et puis on a les 2 voies qui vont ici sur le microscope. Et donc après, ensuite, faut extraire la phase. Donc en gros, il faut faire une détection synchrone multiplexée, mais compatible avec des événements de molécules ennemies qui émettent pendant 10, 15, 20 millisecondes. Donc on ne peut pas faire une acquisition séquentielle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on vient, pour pouvoir aller plus vite que ce que peut faire une caméra, en fait, introduire un élément rapide, qui peut être une cellule Pockels ou des miroirs Galva ou résonants, qui vont, pour chaque position du système d'interférence sur l'échantillon, venir adresser
l'information sur un canal différent sur la caméra. Et donc, on vient pour chaque position des franges envoyer l'image dans une position différente. Non, il ne veut plus. Ça y est, il est fâché. Il me dit que j'ai dépassé mon temps. Ouais, il veut plus. Ah non, ok. C'est bon, c'est moi. Et donc, on vient échantillonner comme ça. Et donc, vous avez typiquement les acquisitions brutes ressemblent à ça. On a 4 copies du même événement pour les 4 positions de modulation. Donc, c'est comme ça qu'on va, en les associant, réextraire la phase et donc traduire ça en une position axiale. Donc, l'intérêt de cette approche, c'est qu'effectivement, si on regarde à nouveau la précision de localisation au fond de la profondeur, on voit que comparé à l'astigmatisme, on a vu que ça variait très fort. Ici, cette technique qu'on appelle mode lock en bleu, vous avez une précision uniforme. Donc, on a vérifié expérimentalement que cette position était effectivement uniforme. Et donc, on a une précision qui, quand on regarde les 7 premiers microns d'un échantillon, ne varie plus. Donc, si on regarde maintenant rapidement sur des échantillons biologiques, on voit ici sur des mitochondries, on va avoir effectivement, on peut reconstruire, là, ici, on est à plus de 6 microns en profondeur dans l'échantillon. Et ce qu'on voit ici, on fait un zoom sur cette mitochondrie qu'on peut regarder en 3D. Donc chaque point qui est ici, c'est un événement de molécule unique qui a été détecté, qu'on peut ensuite représenter ici de façon 3D, et qui vous permet de voir qu'effectivement, on a une précision qui ne varie pas, on n'a pas d'étirement de la structure. On peut travailler sur des tissus aussi, c'est ça qui est intéressant, parce que ça a été... cette méthode a été pensée pour aller sur des échantillons aberrants. Donc on peut regarder sur du muscle. Ici, on voit le réseau de tubulines qui est organisé autour du noyau. Donc ça, c'est dans la première partie de l'échantillon, dans le premier micron. Et puis, vous pouvez faire la même chose à 12 microns. Voilà, et vous avez toujours le même type de résolution. Voilà. Et donc, je pense que la dernière chose que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement, on a cherché aussi à aller voir dans des systèmes beaucoup plus complexes qui miment des tumeurs. Donc là, on est en train de regarder dans un ensemble de cellules qui sont mis dans du collagène. Donc on a un échantillon qui est très diffusant. Vous voyez, la forme des PSF est relativement aberrante, mais on vient regarder comment elle varie au cours du temps. Et donc on peut quand même réextraire l'information de phase et donc de position en Z. Et donc on peut retrouver effectivement l'organisation du cytosquelette en 3D. Ici, on est à 40 microns et on reste avec des précisions qui sont un petit peu plus faibles, comme l'échantillon est diffusant. On collecte beaucoup moins de photons, mais on est autour de précisions qui sont autour de la douzaine de nanomètres. Donc, je vais conclure. Ce qu'on développe actuellement, c'est d'essayer d'aller vers le vivant. Donc, on a des fluorophores qui pourraient marcher vers le vivant. Et donc, on travaille sur des nouvelles stratégies pour changer la façon dont on excite. Et donc là, je n'aurai pas le temps, mais on essaye d'avoir une animation structurée qui varie au cours du temps. Et ça, c'est les nouveaux projets qui nous occupent pour avoir des détecteurs qui vont plus vite et qui vont permettre d'associer cette fois la structure à une certaine fonction. Et donc voilà, on étire à la structure, mais du coup ça je vous montrerai une autre fois. Et donc pour conclure, ce qu'on fait, c'est vraiment de développer des microscopes qui vont qui cherchent à aller de façon plus précise en profondeur pour adresser différentes problématiques biomédicales. Donc on a travaillé sur des résistances d'antibiotiques, sur le rôle de la structure organisée ici de l'axone, qui a une périodicité de 190 nanomètres. Et ça nous permet effectivement, ce gain en résolution, d'adresser de nouvelles pistes, notamment pour des médicaments. Et donc je remercie l'équipe, c'est eux les héros. Donc j'ai montré pas mal de choses sur ce qu'avaient fait Abigail, Pierre, Maximilien, Nicolas. Donc Nicolas qui a fondé Abelite suite à sa thèse. Et puis, si vous avez envie de construire des microscopes et que vous cherchez un postdoc, n'hésitez pas à venir me voir. Merci. Donc, je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions rapides. Que demandent les biologistes aujourd'hui en termes de résolution? Est-ce qu'ils sont contents avec 15 nanomètres ou est-ce qu'ils ont envie d'avoir des choses encore plus précises? Je me souviens que pendant le Covid, on voyait cette belle image du Covid en microscopie électronique, évidemment, avec des résolutions nanométriques. Oui, non, mais il y a toujours un intérêt pour aller voir plus précisément. Après, on rentre dans la taille éventuellement du linker qui attache la protéine. Donc en fait, quand on commence à aller sous les 5 nanomètres, il faut vraiment se poser la question de comment on attache le fluorophore, parce que sinon on élargit la structure. Mais il y a un vrai enjeu sur la profondeur actuellement pour aller voir aussi, c'est
pas aller voir les cellules queue collées à la lamelle, mais les cellules dans leur environnement, hein, puisqu'on sait qu'en termes de mécanique, de façon dont elles vont être fonctionnelles, le fait qu'elles soient dans un ensemble va changer aussi la façon dont elles se comportent. Elles n'ont pas forcément le même phénotype. Et donc en fait, il y a aussi un enjeu sur la profondeur qui est extrêmement important. Ça, il y a encore beaucoup à faire. On va peut-être s'arrêter là pour respecter le timing. Et donc, je vous remercie de votre attention et je crois que la prochaine session continue.